Nous vous remercions beaucoup, Olivier Cusneau, et nous passons la parole au dernier intervenant. Merci. Steve Doisy, également en visioconférence. Steve Doisy de Paris, qui va nous parler de la prise en charge moderne de la lithiase urinaire. Bonjour à tous, je vous remercie de m'inviter à présenter sur la lithiase urinaire et puis les dernières innovations et un petit peu comment le futur de l'urologie au niveau de cette surspécialisation va s'organiser. Et je vais effectivement parler de laser pour commencer. Et donc, vous savez très bien que les lasers qu'on utilise actuellement en urologie, on dispose de deux types de lasers sur le marché en ce moment pour casser des calculs urinaires, qui sont le laser holmium-YAG et le laser thulium fibré. Je vais revenir dans un petit instant quelles sont leurs particularités et savoir comment le futur va s'axer par rapport à ces innovations. Quand on parle de laser et de calcul urinaire, en fait, on a deux types de techniques pour pouvoir en fait traiter nos calculs. Vous avez ce qu'on appelle la fragmentation, c'est-à-dire qu'on va utiliser des fibres laser pour pouvoir fragmenter un calcul en plusieurs pièces. Vous avez ici un calcul de 1 cm3 qu'on va pouvoir réduire en 8 pièces de 5 mm. Alors là, quand on a un calcul de ce type, de ce volume-là, c'est facile de retirer les différents fragments. C'est-à-dire qu'on va utiliser un panier pour récupérer une espèce d'épuisette, pour récupérer chaque fragment et sortir du rein. Et lorsqu'on s'attaque à des calculs beaucoup plus volumineux, comme vous le voyez ici sur un calcul de 2 cm3, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va être heurté en fait, à de très nombreux fragments. Et d'où l'idée en fait, de la technique actuelle de vouloir pulvériser les calculs, en faire de la poussière. Et l'idée, c'est que tout ça s'évacue naturellement avec le flux urinaire, mais on va voir un petit peu quelles sont les limites technologiques des lasers qu'on a actuellement. Et j'ai commencé par le premier laser qui est le laser holmium-YAG, qui est le laser qu'on utilise tous les jours depuis les années 2000, on va dire, qui est devenu le laser de référence pour la lithotrésie, qu'elle soit au niveau de l'urtère ou au niveau des calculs du rein. Et on sait que selon les paramètres laser, on va pouvoir produire des effets différents pour casser nos calculs. Alors, je vous mets ici quelques vidéos pour vous montrer classiquement comment on va pouvoir traiter nos calculs. Vous voyez ici sur la gauche ce qu'on appelle le dusting. Le dusting, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire que lorsqu'on se heurte à des très volumineux de calculs, on va vouloir les pulvériser, en faire de la poussière. C'est ce qu'on voit ici comme résultat du traitement de ces calculs-là avec le laser que vous voyez ici, qui est donc une fibre laser qu'on utilise. Et vous allez aussi parfois, dans certains cas, faire de la fragmentation. Vous voyez ces fameux fragments dont l'idée est ensuite d'aller les chercher un par un avec ce fameux panier pour pouvoir les extraire du patient. Alors classiquement, on dit que lorsqu'on utilise une énergie à plus de 1 joule, eh bien, on va pouvoir produire des fragments. Et lorsqu'on utilise une énergie de 0,5 joule, un petit peu moins, avec ce laser holmium, eh bien, on va produire de la poussière. Qu'en est-il dans la réalité? Eh bien, finalement, on se rend compte que lorsqu'on utilise ce fameux laser holmium, eh bien, produire exclusivement de la poussière, ça devient finalement assez complexe, parce que même si on a un chirurgien qui est techniquement entraîné, eh bien, on va avoir des limites de la technologie du laser holmium qui font que du coup, on va se heurter à la production de micro-fragments, mais pas réellement de la poussière, ce qui va finalement être une claire limite de ce laser-là. Et donc, bien que les recommandations actuelles nous disent, voilà, pour essayer de produire soit de la poussière, soit des fragments, il va falloir utiliser tel ou tel réglage laser, eh bien, on se rend compte que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça et que finalement, on ne va pas forcément produire de la vraie poussière. Alors, la fameuse dusting technique qui est donc pour pulvériser le calcul, on dit là encore d'utiliser une faible énergie laser, de bouger tout le temps pour essayer de produire de la poussière. Et je vais vous montrer quelques exemples ensuite, si savoir est-ce qu'avec ce laser, on produit réellement de la poussière. Mais tout d'abord, qu'en est-il de la définition de cette fameuse poussière? Alors, vous voyez ici à gauche, nous sommes dans les cavités piélo-calicielles. Vous avez en gris noir ici un fil guide qu'on utilise à titre de sécurité qui fait 1 mm tout au plus. Donc, vous avez ici des fragments qui font à peine 1 mm. Et sur la vidéo de droite, vous avez vraiment quelque chose
cette espèce de boule de neige, en fait, où vous avez de la poussière, où on voit que ça vole totalement. Et la question qui se pose, c'est quelle est la réelle définition de la poussière? Est-ce que ce sont des tout petits fragments qui sont inframillimétriques? Est-ce que c'est cet aspect ici sur la vidéo de droite, vous avez ces micro-fragments qui flottent avec l'irrigation, puisque lorsqu'on travaille on va en fait produire donc, ces petits fragments avec le laser. Et l'idée, c'est d'évacuer tout ça, si possible, spontanément. Alors, pour la définition de la poussière, on a fait réaliser une étude pour savoir quelle est finalement la bonne taille pour savoir si cet aspect de flottaison qu'on voit donc, en urétéroscopie, qu'on a vu sur la vidéo précédente, ces micro-fragments, la meilleure taille pour que ça puisse s'évacuer spontanément avec le flux urinaire. Alors, vous voyez ici, avec des fragments qui font 1 mm, et vous avez sur la vidéo en bas à gauche un urétéroscope avec une irrigation qui est réglée à 40 cm d'eau de pression, c'est-à-dire que vous avez une poche qui est connectée à notre endoscope, et puis on regarde si ça nous fait bouger ces fameux fragments. Et on se rend compte qu'à des fragments de 1 mm, eh bien, rien ne se passe. Si on réduit la taille de ces fragments à 500 microns, on voit que là aussi, eh bien, ça bouge peu, il y a peu d'effets qui va se passer. On voit que ça flotte un tout petit peu, mais pas grand-chose de significatif. Donc, si on réduit encore finalement la taille de ces fragments, on voit très clairement qu'avec le simple flux d'irrigation qu'on utilise en permanence lors des interventions en urétéroscopie souple, eh bien, on voit très clairement, vous voyez des dépôts de poussière qui flottent dans le milieu aqueux, dans l'irrigation. Et donc, clairement, on se dit qu'à partir de 250 microns, on commence vraiment à avoir des tailles, des fragments de taille qui approchent finalement une définition de poussière qu'on pourrait admettre comme quelque chose des micro-fragments qui flotteraient dans le milieu d'irrigation. Et donc, on se dit qu'une fois qu'on a réalisé notre traitement chirurgical, eh bien, ça pourrait s'éliminer facilement avec le flux urinaire. Et on voit que si on réduit encore la taille, vous voyez, à 125 microns, là, on a cet aspect de flottement complet dans le milieu d'irrigation. Et donc, là, clairement, on est face à de la réelle poussière lors des traitements. Alors, qu'en est-il? Vous voyez que si on réduit encore la taille, là, c'est vraiment totalement un nuage de poussière qu'on voit avec l'irrigation. Mais est-ce qu'on peut atteindre ce type de taille avec nos lasers actuels? C'est toute la question que je vais aborder au cours de cette présentation et voir si, avec les évolutions technologiques, on arrive à pouvoir atteindre cette taille de fragments. Alors, la limite du laser holmium, c'est que finalement, on est actuellement confronté à un type d'énergie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diminuer en dessous de 0,2 joules. On a des fréquences maximales qui sont à 80 Hz. Ce type de laser est finalement assez fragile, plutôt encombrant, puisque du coup, on a des systèmes de refroidissement qui sont assez volumineux. Et surtout, puisque l'idée principale, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir des petits fragments, eh bien, c'est qu'on est limité à une taille de fibre laser. Donc, je rappelle, la fibre laser, c'est ce que vous voyez ici en bleu sur cette vidéo. Eh bien, on est limité à une taille minimale de 200 microns. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir diminuer ce diamètre-là, qui serait finalement une des voies de recherche pour pouvoir diminuer la taille de nos fragments, pour pouvoir enfin atteindre des fragments qui feraient moins de 250 microns probablement, qui est la définition qu'on pourrait admettre pour réaliser de la fameuse poussière lithiasique. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau laser pour atteindre ça? Mais la réponse est oui. On voit que le laser holmium, qui est donc, je le rappelle, le laser de référence actuel en urologie pour le traitement de nos calculs urinaires, eh bien, on voit qu'on est arrivé un petit peu au bout de la technique et qu'on a besoin d'un nouveau laser pour essayer d'atteindre ce poussiérage, ce fameux dusting, pour arriver à ce qu'on voit sur cette vidéo, afin de faire en sorte que les patients puissent traiter complètement leurs calculs et réaliser cette espèce de dusting. Et donc, avoir un laser qui admettrait l'utilisation de fibres de moins de 200 microns et qui permettrait d'aller un tout petit peu plus vite avec des fréquences un petit peu plus élevées. Alors, une des solutions proposées très récemment, c'est l'introduction sur le marché
du laser thulium fibré. Alors, le laser thulium fibré, c'est quoi? C'est un générateur laser, mais dont la longueur d'onde par rapport à l'aluminium, vous voyez ici sur ce schéma, eh bien, la longueur d'onde qui est spécifique à un laser, je rappelle, le laser est une lumière monochromatique, c'est-à-dire que vous avez une seule longueur d'onde qui est sélectionnée de par la configuration de ce laser. Le laser lui-même était à 2140 nanomètres et le laser thulium, lui, est à 1940 nanomètres. Alors, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais qu'est-ce que ça change dans la pratique? Eh bien, on va le voir dans un petit instant au niveau de la formation de nos fragments de calcul, savoir quelle taille ils vont avoir. Le laser thulium fibré, lorsqu'on s'intéresse à sa composition, eh bien, en fait, il s'agit, dans la boîte qu'on vient de voir tout à l'heure, vous avez une fibre laser qui fait à peu près 30 mètres et qui va en fait être au niveau de son diamètre interne, faire 10 microns de diamètre. C'est-à-dire que vous allez avoir un faisceau laser qui, contrairement à l'aluminium, fait au moins 200 microns, voire plutôt 250 microns de diamètre. Eh bien, vous allez générer ici un faisceau laser, donc de la lumière, qui va faire 10 microns de diamètre. Donc quelque chose finalement de très, 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 très fin et qui, semble-t-il, pourra probablement faire des fragments de taille assez fine. Cette fibre laser, dont la partie centrale fait 10 microns, va être ce qu'on appelle dopée aux ondes thulium. Les ondes thulium, donc, qui est un élément rare au niveau des éléments présents sur Terre, qui, comme l'aluminium, qui est aussi, lui, un ion qui est rare. Et donc, on va doper cette fameuse fibre laser avec ces ondes thulium, et on va exciter ces ondes thulium avec des diodes laser, c'est-à-dire c'est de la lumière qui va générer finalement cette onde de 1940 nanomètres. Et voici ce qu'il y a donc dans notre fameux générateur laser. Ensuite, vous allez connecter votre propre fibre laser qu'on voit, la fameuse partie bleue qu'on a vue tout à l'heure, et qu'on va utiliser pour le traitement de nos calculs urinaires. Et la résultante de ça, c'est qu'on va produire des bulles de vapeur d'eau lorsqu'on travaille dans un milieu liquidien, donc en l'occurrence un milieu avec du sérum physiologique. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Ici, on est sur les données préliminaires avec ce laser-là. On voit que lorsqu'on approche notre fameuse fibre laser, là, on est en temps réel. Lorsqu'on utilise une très, très faible énergie, 50 millijoules, je me rappelle, le laser aluminium peut descendre jusqu'à 200 millijoules au minimum, et bien ce nouveau laser va nous permettre d'utiliser des très, très faibles intensités, des très, très faibles énergies, dont l'idée est de permettre de pulvériser ce calcul et donc d'en produire de la réelle poussière. Et donc, on le voit à la fin de l'intervention, on va clairement réaliser de la poussière, on va mesurer dans cette étude préliminaire la taille des fragments et les comparer par rapport au laser aluminium et voir qui fait mieux et savoir ensuite comment on va pouvoir aborder les innovations technologiques en urétéroscopie. Vous voyez ici, donc, on a utilisé cette fragmentation in vitro donc dans des tubes et on a comparé les lasers aluminium et puis ce fameux laser thulium fibré. Et on se rend compte qu'avec le laser thulium fibré, on produit beaucoup plus de poussière. Vous voyez ici 225 mg contre 208 mg pour des calculs de 10 mm. Donc clairement, on a un peu plus de poussière produite avec, 280 mg versus 150 mg pour de la poussière, désolé, sur des tailles de calcul, des volumes, des masses initiales qui étaient aux environs de 200 mg. Donc clairement, moi, qu'on a avec ce fameux laser thulium fibré, de par sa longueur d'onde, de par le fait qu'on puisse utiliser des fibres laser beaucoup plus petites, par le fait aussi qu'on peut utiliser des énergies beaucoup moins importantes que le laser aluminium, eh bien, on va produire beaucoup plus de poussière et dont la taille des particules est inférieure à 250 microns, qui est finalement la définition qu'on retient à l'hôpital Thonon pour la poussière lithiasique. Quand on s'intéresse à la taille l'influence de la taille de la fibre laser sur la formation des particules de calcul, eh bien, on se rend compte que le fait d'utiliser une fibre laser de diamètre inférieur à ce qui est actuellement utilisé pour le laser aluminium, qui est une fibre de 272 microns, eh bien, on se rend compte qu'on produit aussi des particules de diamètre bien inférieur. Vous voyez ici, pour des mêmes réglages laser, on se rend compte qu'on a quasiment 3 fois plus de volume lorsqu'on utilise une fibre de 272
272 microns en comparaison à la fibre de 150 microns. Donc, on a un avantage aussi à la réduction, comme on pouvait le penser, à la taille des fibres laser. Alors, c'est bien beau tout ça, c'est-à-dire que c'est bien beau de produire la poussière, d'avoir finalement un nouvel instrument qui est finalement déjà sur le marché. On parle déjà, on est dans le présent actuellement, mais quels vont être les développements futurs? Quel va être l'avantage, hormis le fait de produire plus de poussière déjà avec ce type de laser-là? Est-ce qu'on va avoir des développements au niveau technique sur l'urétéroscopie elle-même? Le premier des développements probablement à venir, c'est la réduction finalement de la taille de l'urétéroscope. Alors là, ici, je vous mets deux photos d'urétéroscope. Vous voyez que le diamètre habituel est de 8,5 French, c'est-à-dire 2,8 mm. Mais malgré cette taille finalement des instruments qui est assez petite, eh bien, il arrive parfois qu'il soit impossible finalement chez un patient de rentrer ce fameux endoscope, cet urétéroscope au sein de l'urtère et des cavités pyélocalicielles. Et donc, on aurait un bénéfice à réduire la taille de ces urétéroscopes-là. Et une des premières voies d'accès, finalement, c'est le diamètre du canal opérateur, le canal opérateur qui est le canal par lequel on introduit notre fameuse fibre laser avec laquelle on va se servir d'instrument pour casser nos calculs et en faire de la poussière. Et c'est aussi par là qu'on va passer notre fameuse irrigation pour travailler lors de l'urétéroscopie souple. Eh bien, une des voies d'accès, une des voies de recherche, c'est de diminuer finalement par l'utilisation de ces fameuses fibres de 150 microns qui va nous permettre de produire de très fines particules inférieures à 250 microns et donc de la vraie poussière. Eh bien, la voie de recherche, c'est de produire des urétéroscopes qui sont plus fins, qui pourront du coup permettre de rentrer de manière quasi systématique au sein de toute urtère, y compris les urtères qui sont fins, sans passer par une étape préalable de ce qu'on appelle la préparation de l'urtère, c'est-à-dire de mettre en place une sondologie lorsqu'on n'arrive pas à y accéder et de revenir dans un deuxième temps, après avoir mis cette sondologie, pour introduire finalement notre endoscope parce que l'urtère aura été dilatée. L'autre chose, vous voyez très très bien ici, c'est que lorsqu'on utilise des gaines d'accès urétéral, c'est-à-dire des tuyaux qui vont nous permettre de faire communiquer l'extérieur du patient jusqu'aux cavités pyélocalicielles quasiment, eh bien vous voyez que le diamètre entre l'endoscope et puis cette fameuse gaine, le fait de réduire la taille de l'endoscope, on pourra augmenter ce diamètre-là, puisque parfois, certains endoscopes, on voit qu'ici, on a très très peu d'espace entre notre urétéroscope et cette fameuse gaine. La conséquence, c'est qu'on va avoir, puisqu'on travaille sous irrigation, on va avoir très très peu d'irrigation qui va sortir, donc peu de poussière qui va s'éliminer au cours du traitement, et on va au risque aussi d'avoir des complications qui sont liées à une augmentation de pression au sein des cavités pyélocalicielles pendant le traitement chirurgical. Et donc le premier axe de recherche, c'est le fait d'avoir introduit ce nouveau laser sur le marché qui permet de produire plus de petites particules, de la vraie poussière avec des fragments de calcul qui sont inférieurs à 250 microns, s'axer sur la réduction de la taille de nos urétéroscopes. Le deuxième axe de recherche, et ce dont tout urologue rêve actuellement, c'est de développer un aspirateur. Un aspirateur qui va nous permettre d'absorber finalement cette poussière qu'on a pu voir sur les différentes vidéos que je vous ai montrées. C'est avoir un instrument qui nous permettra, en même temps que l'irrigation, réabsorber en fait toutes ces particules, cette fameuse poussière lithiasique, puisque actuellement sur le marché, on dispose enfin d'un laser qui nous permet d'avoir de très très fines particules, ce qui n'était pas le cas avec le laser Holmium, puisqu'on était plutôt heurté à la production de micro-fragments, plus de 250 microns, mais pas de la réelle poussière, mais comme vous l'avez vu, en tout cas clairement moins que ce laser thulium fibré. Et donc l'avenir, clairement, de l'urétéroscopie souple, c'est le développement d'un instrument qui va nous permettre d'aspirer en temps réel cette poussière et donc d'accélérer le traitement chirurgical, parce que ce fameux laser thulium fibré nous permet déjà d'aller beaucoup plus vite que le laser holmium en pratique quotidienne, mais ensuite d'optimiser notre traitement par l'aspiration de cette poussière, de rendre les patients, on va dire, sans fragments dès la réalisation de cette urétéroscopie souple. Donc clairement, c'est la voie de recherche actuelle. Dans combien de temps ce développement va arriver? Eh bien, finalement, c'est déjà du présent.
on a déjà pas mal de sociétés, des ingénieurs qui travaillent sur ce sujet-là. On imagine très bien la contrainte, c'est de trouver le bon compromis entre l'irrigation qui va arriver au sein des cavités phyllocaïtiennes et l'aspiration de cette fameuse poussière. Et donc, c'est la voie de recherche. Et on estime que les premiers essais devraient être réalisés, on va dire, courant 2022-2023. Donc, finalement, c'est un futur assez proche. Et donc, même la réduction du diamètre des endoscopes, c'est quelque chose, ce sont des voies de recherche qui sont dans un futur extrêmement proche. Ça, c'est vraiment le futur à très court terme. Alors, qu'en est-il de la robotique? Puisque vous avez parlé de la robotique en urologie tout à l'heure. Eh bien, ça existe déjà. La seule chose, c'est que les robots actuels en urologie, vous en avez deux types. Vous avez ici ce premier robot qui a été développé par une société turque, et puis un nouveau robot qui vient d'être développé par une société française, dont le concept, en fait, est, comme vous pouvez le voir sur cette image, d'utiliser finalement les urétéroscopes qu'on a déjà à notre disposition et de les manipuler par une commande. Alors, vous avez ici cette commande qui est une console où le chirurgien est assis et va manipuler des joysticks. Et puis, la société française a eu l'idée d'utiliser une manette de PlayStation. Et donc, on joue avec les joysticks de la PlayStation pour manipuler l'endoscope qui est finalement déjà existant. Alors, qu'en est-il de la robotique? Finalement, ce n'est pas du futur, c'est déjà du présent. Et on voit que finalement, les études qui ont évalué ces dispositifs-là, eh bien, on voit que le robot ne fait pas mieux que l'urologue qui manipule directement lui-même l'urétéroscope. Donc finalement, quel est l'avantage du robot actuellement? C'est probablement de diminuer la dose d'irradiation que le chirurgien reçoit au moment où il va faire de la radioscopie lors de l'urétéroscopie souple, mais on aura toujours besoin finalement sur le champ opératoire d'un assistant qui va manipuler, qui va introduire la fibre laser, qui, si on a besoin de faire un peu de panier pour récupérer les fragments, ben, on aura toujours besoin de cet assistant-là. Donc, clairement, c'est une des limites du robot qui n'apporte finalement pas grand-chose à l'heure actuelle. Donc, la robotique actuelle, la manière dont elle est développée, n'est clairement pas une voie du futur, puisque on utilise finalement les urétéroscopes qui sont déjà sur le marché avec un outil qui va le manipuler à distance, que ce soit par une console, que ce soit par une manette de PlayStation. Donc, la robotique du futur, telle qu'elle est actuellement, ça n'est pas une des voies de recherche, mais plutôt développer un outil qui serait complètement comme le Da Vinci, finalement, ou qui nous permettrait d'articuler complètement un urétéroscope extrêmement souple, mais avec dont l'idée finalement de se pallier des contraintes qu'on a actuellement, nous, en tant que lorsqu'on manipule les endoscopes. Donc, les voies d'accès, les voies de recherche actuelles sur le robot, c'est quelque chose finalement qui s'est heurté à la réalité, où les évaluations initiales étaient plutôt prometteuses et on s'est rendu compte que finalement, ne faisait pas mieux que ce qu'on fait actuellement nous-mêmes lorsqu'on manipule les endoscopes, et donc il va falloir s'axer sur le développement d'instruments autres, avec des endoscopes autres qui seraient complètement dédiés à cette robotique en urologie. Donc en conclusion, le futur de l'urologie pour le traitement des calculs urinaires, il est déjà présent, il est déjà en route, avec l'introduction d'un nouveau type de laser qui nous permet déjà de produire de la vraie poussière, et donc ça c'est clairement un réel bénéfice pour les patients, avec l'utilisation de plus petites fibres de laser, et donc permettre vraiment de réduire les calculs à l'état de poussière plutôt que de fragments, ce qui était le cas avec les lasers dont on disposait, qui est le laser holmium, et les voies de recherche actuelles qui sont la miniaturisation des endoscopes et surtout le développement d'un aspirateur pour aspirer cette fameuse poussière. Et la robotique viendra probablement dans un second temps avec vraiment l'introduction de nouveaux dispositifs entièrement robotisés et pas tel que ça l'est actuellement, avec la manipulation finalement des endoscopes déjà actuellement sur le marché. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Steve. C'était très clair, très concret, très pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Bertrand Doré. Oui, Steve, merci beaucoup pour ta mise au point qui est tout à fait claire. Et il y a 30 ans, il y avait un truc du futur, ça s'appelait la lithotripsie extracorporelle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue?
Première Alors, elle question. est toujours présente. Elle est Avec les toujours lasers. présente. Avec les lasers actuels que tu as et dont vous disposez, la poussière doit être recueillie. Bon, vous cherchez beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a vraiment un recueil possible de tous ces fragments pour pouvoir faire une analyse métabolique correcte, pour diminuer les risques de récidive ultérieure? Parce qu'on pensait que les calculs disparaîtraient, ils ne disparaissent pas. La maladie lithiasique reste. Et l'analyse spectrophotométrique du calcul reste quand même la base pour diminuer les risques de récidive. Donc, voilà, deuxième question. Et enfin, toutes ces techniques-là coûtent cher. Votre directeur général, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Merci Bertrand. Je vous remercie pour ces questions. Alors, c'est vrai que sur la lithotrésine, la lithotrésine a toujours une place actuellement dans l'arsenal thérapeutique pour le traitement de nos calculs urinaires. On ne va pas traiter tout le monde par urétéroscopie souple. Et donc, sur l'évolution de la lithotrésine, bon, sur les générateurs de lithotrésine, bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques évolutions. Et vous savez très bien que maintenant, on a aussi des bursts techniques qui sont en train de se développer pour essayer d'améliorer, en fait, sur la création des ondes de choc, d'améliorer ça afin d'optimiser finalement la lithotrésine. Donc ça, c'est les axes de recherche actuels. J'en ai pas parlé parce que je n'avais pas la thématique exacte. Je croyais que c'était parlé des lasers aujourd'hui. Donc, mais j'en parle du coup comme ça sur la lithotrésine. Donc, il y a des axes de recherche encore et la lithotrésine, clairement, n'est pas une option à mettre de côté. Ce qui a été trop souvent le cas à l'heure actuelle est de favoriser plutôt l'urétéroscopie souple. C'est plutôt une très bonne option de traitement qui, lorsqu'elle est bien indiquée, reste quand même une très très bonne technique pour le traitement des calculs urinaires chez nos patients. La seule chose, c'est que parmi ce que je vous ai exposé, c'est plutôt l'avenir de la percutanée qui est un peu plus mise en jeu. C'est-à-dire qu'avec ce type de laser et donc la production de poussière, eh bien, la seule question qui se pose, c'est on va pouvoir s'attaquer finalement à des plus gros calculs. Et on sait très bien que les gros calculs à l'heure actuelle, on en a de moins en moins. Et donc la place de la percutanée, on sait que chaque année, on a de moins en moins finalement de néphrolocytomie percutanée réalisée en France. Et le fait d'avoir ces nouveaux dispositifs, eh bien, c'est clair que on va diminuer possiblement encore les indications à la percutanée. Est-ce que la percutanée va disparaître? La réponse est clairement non. On aura toujours des calculs extrêmement complexes et pour lesquels l'urétéroscopie souple ne pourra pas traiter intégralement tout ça. Et donc, on pourra combiner toutes ces deux interventions, ce qui est déjà le cas dans le présent. Concernant la poussière et l'analyse métabolique, alors là, c'est effectivement une excellente question à laquelle Michel Dodon est en train de répondre actuellement. C'est-à-dire que prélever cette poussière, c'est très facile. C'est-à-dire que même avec une seringue de quelques millilitres, en paire opératoire, on peut aspirer la poussière, la faire analyser. On avait déjà fait un travail préliminaire avec le laser Lumiag et on se rend compte que lorsqu'on traite nos calculs et lorsqu'on envoie la poussière pour spectrophotométrie infrarouge, en fait, on a des modifications au niveau structurel de la cristallurie et donc on a des conversions cristallines, c'est-à-dire que c'est assez compliqué finalement de pouvoir en extraire des données et de dire voilà, ce calcul était composé de tel ou tel composant. On voit qu'on a des modifications qui ne nous permettent pas d'avoir clairement finalement l'analyse structurelle du calcul. Et donc, probablement que le futur, c'est ce dont on parle souvent Vincent Estrade, ça va être finalement d'avoir une analyse basée finalement sur la reconnaissance endoscopique, c'est-à-dire de former neurologue ou d'avoir des outils à disposition, on n'en est pas parlé aujourd'hui, mais d'intelligence artificielle qui nous permettra de reconnaître en cours de traitement de quoi est composé notre calcul. C'est-à-dire que vous allez avoir la surface du calcul qui sera finalement déterminée, on vous dira voilà, vous avez telle composition sur la surface et quand vous allez commencer à traiter votre calcul, à en faire de la poussière, eh bien vous allez vous attaquer au cœur du calcul et l'intelligence artificielle nous permettra de déterminer quelle va être la composition du cœur du calcul. Et donc, actuellement, ce sont ces voies de recherche. On est quand même en train de voir si cette poussière est analysable avec ce nouveau laser thulium fibré et savoir si on peut en extraire des données, en fait. Puisque du coup, le fait qu'on puisse avoir de la poussière avec des tailles de fragments qui feraient moins de 250 microns, est-ce que c'est interprétable ou pas? C'est toute la question. Et donc, c'est en cours de recherche actuellement. Et concernant la dernière question, savoir ce que dit le directeur général par rapport à ce laser-là, finalement,
Sur le fameux laser que je vous ai exposé, sur le laser holmium qui nous permet de traiter les calculs et aussi les prostates, qui est un laser qui coûte à peu près 150 000 €, eh bien, ce nouveau laser-là, il est à peu près du même ordre de prix. La concurrence arrive et donc va faire diminuer les prix. Et donc, on est du même ordre finalement en termes de coûts pour nos centres hospitaliers. Et ce laser permet aussi de traiter la prostate et faire des énucléations laser. Je peux vous dire, à Tenon, Olivier Traxer utilise ce laser-là pour le calcul, moi je l'utilise pour la prostate, et donc on est finalement sur les mêmes indications que l'aluminium, avec des coûts pour l'instant qui sont assez similaires, sachant qu'on va avoir des concurrents qui vont arriver sur le marché qui vont permettre de diminuer ces prix-là. Et finalement, on va dire que pour nos directeurs, ça ne change pas grand-chose en termes d'investissement, c'est-à-dire que si on doit acheter un nouveau laser, autant s'orienter finalement sur cette nouvelle technologie qui est plus prometteuse que l'aluminium à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Vous avez été très persévérant, très patient. En conclusion, on peut dire que, comme les autres spécialités chirurgicales, l'urologie se miniaturise, devient de plus en plus mini-invasive, se personnalise, mais elle se complexifie. Et il faut espérer beaucoup de la féminisation pour que le sens pratique permette de clarifier la situation.